Est-ce que tu penses que tu es une apprenante auditive, visuelle ou kinesthésique? C'est sûr que toi ou quelqu'un que tu connais a déjà dit qu'elle apprenait vraiment mieux en lisant un livre, ou bien en parlant avec la professeure, ou en faisant quelque chose de manuel. Puis, probablement que tu t'es dit également que tu allais optimiser tes apprentissages par rapport à ton style et qu'est-ce qui te vient le plus instinctivement. Eh bien, en fait, tu es tous les styles d'apprentissage et aucun en même temps, et ça peut vraiment être la clé pour apprendre plus efficacement. Les neuroscientifiques étudient le phénomène de l'apprentissage depuis des dizaines d'années et ils ont découvert des principes et des systèmes qui te permettent d'apprendre plus efficacement basés sur la psychologie. Et ça, en fait, tous ces principes, c'est quelque chose que Mary Somerville, l'une des scientifiques les plus proéminentes du 19e siècle, avait compris instinctivement. Dans cet épisode, je te présente la neuroscience, la psychologie et des pistes de solutions pour te permettre d'apprendre plus efficacement et potentiellement ne plus rien oublier. Peu importe que ce soit 8h du matin, 8h du soir, attrape ton matcha, café, kombucha, verre de vin et plongeons dans le sujet. Écosse, mars 1827. Mary Somerville s'occupe à ses tâches quotidiennes avec ses enfants, prendre soin du foyer et juste sa petite routine lorsque son mari l'interrompt de manière subite. Lord Brougham, une des figures les plus proéminentes de l'époque en sciences et en politique, lui confie une tâche de la plus haute importance. Il dit qu'elle est l'une des seules, si ce n'est pas la seule, personne à pouvoir y arriver. Cette tâche, traduire et écrire le livre Traité de mécanique céleste de Pierre-Simon Laplace, l'un des ouvrages mathématiques les plus complexes de l'époque. Lorsque Mary entend cette nouvelle, elle vacille. Qui est-elle en tant que femme autodidacte pour traduire, comprendre et écrire l'un des ouvrages que même les savants les plus brillants de l'époque peinent à déchiffrer? Elle accepte sous une condition. Si elle échoue, le manuscrit sera brûlé. Elle décide donc d'écrire à John Wallis, l'un des mathématiciens les plus réputés de l'époque, afin qu'il devienne son tuteur pour déchiffrer l'ouvrage de Laplace. Mary commence donc à s'atteler à sa tâche, elle fait des équations avec John, ils regardent ensemble les concepts, puis elle attend toujours le moment fatidique où elle va plus rien comprendre, elle va devoir s'avouer vaincue et juste laisser tomber le projet. Mais par contre, ce moment n'arrive jamais. Tout ce que Wallace lui explique, elle le sait déjà et mieux encore, elle le maîtrise entièrement. Avec sa confiance renouvelée, elle se remet à la tâche, mais pas de la manière dont on pourrait penser. Tout ce que Laplace avait écrit au début, elle refuse de le prendre comme une vérité absolue et doit tout reprouver par elle-même. Elle dessine ce qui n'a jamais illustré, transformant ses équations complexes en diagrammes simples à comprendre. Elle recalcule également tout ce qu'il prenait pour acquis, vérifiant chaque formule par elle-même. Elle ne traduit pas simplement le livre, elle le reconstruit entièrement. Mary Somerville a démontré sans le savoir ce que les neurosciences nous apprennent aujourd'hui. Lorsque tu apprends, ton cerveau ne fonctionne pas par compartiments isolés. Lorsqu'elle dessinait, discutait, traduisait et recalculait, elle activait quelque chose de super important et pertinent qui s'appelle la plasticité synaptique. T'as probablement déjà entendu l'expression « neurons that fire together, wire together ». Bien ça, en tant que tel, c'est exactement la plasticité synaptique. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Donc, admettons que tu commences à aller au gym. Tu vas faire certains exercices et pour toi, ils vont peut-être être vraiment difficiles au début, ça va te prendre beaucoup d'énergie, de force, mais plus tu vas les faire, plus tu vas les répéter, plus tu vas pouvoir augmenter ta charge et l'exercice va devenir de plus en plus facile. C'est exactement la même chose pour ton cerveau. Lorsque tu développes une nouvelle habitude, ton cerveau va dépenser beaucoup d'énergie pour envoyer un signal électrique entre tes neurones qui va leur indiquer qu'il y a de nouvelles connexions. Ça, c'est le firing. C'est aussi pour ça que lorsque tu commences à développer une nouvelle habitude ou bien que tu essaies d'apprendre quelque chose de nouveau, tu vas te sentir plus fatigué que d'habitude parce que ton cerveau travaille plus fort. Je suis certaine que tu le sens, admettons, lorsque tu commences un nouvel emploi, puis il faut que tu apprennes tout sur l'entreprise, comment ton emploi fonctionne, et qu'à la fin de la journée, tu es absolument crevé et tu veux juste rien faire. Mais si par exemple, tu répètes jamais le comportement, c'est juste que tes connexions neuronales vont s'estomper peu à peu pour laisser place à d'autres qui sont plus importants. Donc, c'est pour ça que si jamais, admettons, tu vas répéter le comportement encore et encore, à l'opposé, ces connexions-là vont se renforcer et vont faire en sorte que ça devient de plus en plus facile parce que le cerveau a besoin de moins d'énergie pour envoyer le signal comme la connexion neuronale est plus forte. Et c'est ce qu'on appelle le wiring. Maintenant, il manque un élément crucial à l'équation de l'apprentissage. Pour commencer, il y a toujours un input, donc ça c'est l'information que tu essaies d'apprendre. Ensuite, une activité mentale, l'information que ton cerveau essaie d'encoder, et de la dopamine. La dopamine, c'est ce qui fait en sorte que ton processus d'apprentissage peut être efficace. Dans la vie, ton cerveau, c'est une machine prédictive. Donc, il va toujours essayer de définir c'est quoi l'outcome, ça va être quoi le résultat d'une certaine action que tu vas prendre. Et plus il y a d'incertitudes, moins il se sent safe, plus ça va prendre d'énergie.
Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un comportement va être répété ou évité? C'est grâce à la dopamine. Comme ton cerveau est vraiment paresseux, si jamais le résultat d'une certaine action est exactement ce qu'il pensait, il va rien se passer. Donc ton niveau de dopamine va rester le même. Il n'y a absolument rien parce que ton cerveau n'a pas besoin de dépenser de l'énergie. Par contre, quand il y a un élément de surprise, il y a un signal chimique qui dit aux neurones de prêter attention parce que c'est important. Donc là, il y a deux cas de figure qui existent. Soit tu vas avoir un résultat positif ou un résultat négatif. Donc prenons comme exemple que tu fais un résumé d'examen. OK? Tu essayes d'estimer une réponse, tu fais une question qui te l'air quand même très difficile, tu mets une réponse et lorsque tu regardes le corrigé, surprise, ta réponse est la bonne. C'est ce qui fait en sorte que tu vas avoir un relâchement de dopamine dans ton cerveau qui va être au-dessus du niveau de base. Donc ça, c'est ce qui fait en sorte que le signal neuronal va venir renforcer le comportement qui vient d'être fait parce qu'il va être répété comme il est souhaitable. Maintenant, à l'opposé, admettons que tu fais ton test, tu penses vraiment que tu as la bonne réponse et que tu es convaincu que tu as écrit la bonne chose, tu regardes ton corrigé, tu es dans le champ, c'est vraiment pas ça. Là, ton niveau de dopamine va baisser. Donc, soit il va arrêter presque complètement d'en produire, mais une chose est certaine, ça va être en dessous de ton niveau de base. Ça fait en sorte que lorsque tu envoies moins de dopamine dans ton cerveau, le comportement a moins de chances d'être répété parce que le cerveau considère ça comme étant non souhaitable. La dopamine aide aussi ton système d'attention à déterminer qu'est-ce qui est important et à faire abstraction du reste pour te permettre de te concentrer à la tâche. Et cette capacité de concentration, Mary Somerville la maîtrisait à un niveau extraordinaire. Pour traduire le traité de mécanique céleste de Laplace, on s'entend que c'était une femme à la maison qui s'occupait de ses enfants pendant que son mari allait travailler, puis elle avait aussi ses activités externes. Donc, elle a dû faire un pouvoir de concentration et d'abstraction absolument phénoménal pour réussir. Dans son autobiographie, sa fille Martha explique également qu'à chaque fois que sa mère était obnubilée par un problème, elle pouvait être dans n'importe quel environnement. Il n'y avait rien au monde qui pouvait la déranger. Les gens pouvaient crier, chanter, parler, faire de la musique, vraiment tout ce que tu veux. Sa mère était tellement concentrée sur le problème que c'est comme si le monde extérieur autour d'elle disparaissait. C'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau lorsque tu es 100% concentré sur quelque chose. La dopamine active ton système d'attention et le monde extérieur disparaît. Au-delà de sa capacité de concentration fascinante, Mary Somerville savait qu'il était nécessaire de combiner tous ses sens afin de lui permettre d'ancrer ses apprentissages efficacement. Donc, elle dessinait des diagrammes, elle expliquait des équations de vive voix, puis elle recalculait toutes les équations dans sa tête. C'est cet amalgame de techniques qui lui a permis de passer d'une simple traduction à une compréhension totale de l'œuvre. Si elle s'était contentée d'utiliser un seul style d'apprentissage, le manuscrit aurait fort probablement fini dans les flammes. Maintenant que tu sais comment tu apprends, donc le firing, wiring, la dopamine, ton système d'attention, pourquoi est-ce que le mythe des styles d'apprentissage persiste autant et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est devenu autant populaire? On va voir comment cette idée s'est infiltrée dans nos écoles alors qu'elle n'a jamais été validée par la science. En 1987, Neil Fleming enseigne à la Lincoln University en Nouvelle-Zélande. Passionné d'apprentissage, il se questionne depuis des années sur quelque chose qui semble simple mais qui est en réalité plus complexe qu'il n'en a l'air. Comment permettre aux étudiants d'optimiser leur apprentissage? Ce qu'il a remarqué en fait, c'est que plusieurs professeurs novices réussissaient à captiver leur classe, alors que des professeurs qui font leur emploi depuis des années endorment leur classe en dedans de 5 minutes. Ce qu'il a remarqué en fait, c'est que les professeurs qui réussissent à captiver l'attention de leurs étudiants adaptaient leur manière d'enseigner selon les signaux subtils de la classe. Il avait déjà entendu parler du modèle VAC de Walter Burke Barb, qui catégorise les styles d'apprentissage par visuel, auditif ou kinesthésique, donc ce dont j'ai parlé au début de l'épisode, mais pour lui, il manquait une dimension super importante, lecture-écriture. Donc c'est pour ça que le modèle VAC s'est transformé en modèle VARC, qui est maintenant beaucoup plus connu au sein des écoles. De ce fait, le modèle VARC s'est répandu comme une traînée de poudre en Europe et en Amérique du Nord parce qu'il semblait offrir quelque chose de révolutionnaire. Adapter l'enseignement selon la manière dont l'étudiant apprendrait le mieux et optimiserait ses résultats. Bien que cette technique semble à première vue avoir du sens parce que peut-être que tu as plus de facilité à retenir une chanson que résoudre un problème de maths, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement et en fait, elle te crée des limites. Et malgré les centaines d'études, aucune d'entre elles n'a réussi à prouver le fait que les styles d'apprentissage sont réels. Par exemple, une étude a pris un groupe de 120 étudiants et les a placés selon leur style d'apprentissage que eux pensaient avoir. Donc par exemple, il y avait auditif, visuel, écriture-lecture et kinesthésique. Puis par la suite, certains groupes sont mélangés avec d'autres. On a donné aux étudiants des tests, des questions, des examens qui correspondaient avec le style d'apprentissage préféré. Résultat,
Il y a absolument aucune différence dans les résultats entre quelqu'un qui fait un examen ou qui étudie par rapport à son style que quelqu'un qui ne l'est pas. Ils ont donc conclu que les styles d'apprentissage n'existaient pas réellement, mais qu'ils étaient plutôt des préférences. Ça nous a permis aussi de savoir en fait que dans notre cerveau, lorsque on pense être auditif, kinesthésique, visuel, etc., ça fonctionne pas par des parties séparées, mais c'est bien un tout ensemble qui agit en même temps. Certaines compétences peuvent être prouvées et démontrées, alors que nos préférences sont subjectives et ne peuvent être mesurées. Les styles d'apprentissage peuvent aussi être nocifs parce que si tu penses que tu peux juste apprendre avec un seul style et que c'est vraiment la seule manière dont tu peux optimiser ton apprentissage, ça te force à rester dans une boîte et tu vas croire que ton intelligence est fixe alors qu'elle est malléable. Ça, c'est un concept qui s'appelle The Growth versus Fixed Mindset, développé par Carol Dweck. Imagine deux étudiantes. Sophie vient d'une famille assez aisée, ses deux parents ont bien réussi dans la vie, et depuis qu'elle est toute jeune, ses parents lui répètent qu'elle est extrêmement intelligente, et pour elle, elle lie son intelligence à sa génétique. À l'opposé, Julia vient d'une famille qui a toujours valorisé l'apprentissage et qui lui dit depuis qu'elle est toute jeune que le résultat est le fruit de ses efforts et que plus elle donne 100% de soi-même, c'est ce qui compte à la fin et c'est pourquoi elle va être récompensée. Les deux filles reçoivent leur note 60%. Pour Sophie, c'est la fin du monde. Elle pense qu'elle est stupide, il y a rien qui se passe, je vais jamais rien réussir, de toute façon, je suis simplement pas bonne en maths, c'est pas fait pour moi, je serai jamais bonne. Julia, elle se dit intéressant, j'ai eu 60%. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai eu cette note-là? Est-ce que j'ai peut-être moins révisé mes concepts? Est-ce que je me suis posé moins de questions? Est-ce que je pensais que j'avais plus compris que ça ne l'était réellement? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer la prochaine fois et qu'est-ce que je peux retenir de cet examen? Donc pour Julia, son examen est une opportunité d'apprentissage et pour Sophie, c'est un échec. Maintenant, laquelle des deux filles tu penses qui va avoir le meilleur résultat au prochain examen? Clairement Julia. Elle passe directement à la solution puis elle sait que c'est pas son intelligence qui est remise en question, mais plutôt ses capacités. Et tes capacités, t'es 100% en moyen de les contrôler. C'est ce qu'on appelle le mindset fixe versus malléable et c'est absolument nécessaire pour passer au travers de l'adversité et qui te sert beaucoup dans l'apprentissage. Si tu te répètes encore que tu es mauvaise dans une certaine matière et que tu te forces jamais à la comprendre parce que tu as l'impression que tu es simplement pas bonne dedans et que c'est pas ton style d'apprentissage et que tu n'as jamais été bonne, ben clairement, tu vas le rester. Alors que si tu as une mentalité de comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux optimiser mes apprentissages? Là, tu vas réussir. Te limiter à un style d'apprentissage, c'est comme dire que t'es pas bonne en maths. C'est pas ton intelligence le problème, c'est qu'on t'a jamais appris à apprendre efficacement. Et c'est exactement ce dont on va parler dans la prochaine section. Comment est-ce que tu peux apprendre plus efficacement? La première méthode, c'est le Active Recall. Admettons, t'es dans un cours. Tu vas aller apprendre pendant 3 heures. Après ton 3 heures, prends une feuille de papier et réécris exactement tout ce dont tu te souviens. On s'en fout que ça ait du sens, que ce soit dans le timeline, logique, etc. C'est vraiment juste de domper l'information que tu as dans ton cerveau sur une feuille. Par la suite, ce que j'aime faire, c'est de garder en noir qu'est-ce que j'avais bien et d'écrire en rouge qu'est-ce que j'aimerais mieux retravailler, admettons où étaient mes erreurs et certains éléments que j'avais oubliés. Ça, ce que ça fait en sorte, le Active Recall, c'est que ça te force à travailler vraiment fort pour te rappeler de l'information qui vient de passer et ça indique à ton cerveau, parce qu'on se rappelle plasticité synaptique, que c'est des informations qui sont importantes et que tu dois t'en rappeler. Par la suite, on va faire des pratiques espacées. Les pratiques espacées, c'est vraiment ce qui va faire en sorte qu'on va venir consolider nos acquis sur le long terme. Par exemple, tu vas essayer de faire des pratiques espacées, disons 3 jours après avoir appris tes nouvelles notions, 7 jours, 14 jours, et etc. Tu dois ajouter de plus en plus de temps parce que ça fait en sorte que ton cerveau va devoir vraiment se forcer de plus en plus à chaque fois pour te le remémorer jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Plus tu répètes, plus tu te forces, plus tu indiques à ton cerveau que c'est vraiment important et qui dit connexion neuronale de plus en plus forte, dit plus de facilité à se rappeler de ce que tu cherches à apprendre. T'es mieux d'avoir plusieurs petites pratiques un peu plus fréquentes sur lesquelles tu bâtis de nouvelles connaissances qu'une énorme où est-ce que tu essayes de tout cramer ensemble. Par exemple, tu peux faire des pratiques espacées avec l'horaire suivant. Donc, tu as jour 1, jour 3, jour 7, jour 14, jour 30, et ainsi de suite. Puis à chaque pratique, tu peux aussi ajouter de nouvelles informations que tu auras acquis, puis tu fais juste suivre le même processus pour ces informations. Par la suite, une autre méthode, c'est interleaving. Je suis désolée, j'ai vraiment tous les termes en anglais, mais disons, on va appeler ça la manière aléatoire pour le français. Donc, disons que tu faisais des problèmes de maths à l'époque, puis tu avais problème A, B, C et D. Probablement que, comme tout le monde, tu le faisais dans l'ordre parce que ça a juste un sens logique, puis en général, certains problèmes découlent des autres. Mais par contre, ce qu'il conseille de faire pour les problèmes qui sont pas nécessairement liés, c'est de les faire dans le désordre.
Il y a une étude qui avait démontré en fait que on avait montré des portraits d'artistes et certaines de leurs œuvres à des personnes. Il y en avait qui les avaient dans l'ordre et d'autres dans le désordre. Lorsqu'on leur a montré des peintures qu'ils n'avaient pas vues auparavant, devine qui a eu le plus de facilité à pouvoir associer l'artiste à l'œuvre. Ceux qui avaient vu les peintures dans le désordre. Donc c'est pour ça en fait que des fois c'est plus pratique de faire des problèmes aléatoirement parce que ça te permet d'avoir une meilleure idée d'un contexte varié plutôt qu'un contexte qui va toujours se suivre et qui est linéaire. Ça te permet d'avoir une plus grande capacité à reconnaître des patterns. Puis la dernière approche, c'est l'approche multimodale et qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est de combiner tous tes sens pour te permettre d'apprendre plus facilement. Encore une fois, ils ont fait des expérimentations où est-ce qu'ils montraient à des personnes soit seulement des images, une liste de mots et des images combinées à une liste de mots. Qu'est-ce que tu penses qui a eu le plus de facilité à se rappeler des mots par la suite? Les personnes qui avaient vu les images et les mots. C'est parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, ton cerveau ne compartimentalise pas tes sens par, admettons, auditif, visuel, kinesthésique, lecture, écriture, whatever. Ça régit tout ensemble, et plus tu donnes de cues à ton cerveau pour te rappeler d'une certaine chose, plus il va avoir de la facilité à se le remémorer parce qu'ils avaient deux intrants en même temps. Ton cerveau adore les histoires, donc plus tu lui donnes d'informations qui vont lui permettre de s'en souvenir, plus il va aimer ça. Pour plus de méthodes, je t'encourage à aller voir mon épisode sur le livre Ultra Learning parce que je te partage les 9 principes d'apprentissage des plus grands cerveaux de l'histoire, dont Mary Somerville. Ce qui est drôle, c'est que mon idée principale pour faire cet épisode, c'était de parler des styles d'apprentissage, mais de la manière qui fonctionne. Donc moi, dans ma vie, je me suis souvent dit que j'étais une apprenante auditive parce que j'ai beaucoup plus, du moins ce que je perçois de moi-même, de facilité à apprendre les musiques, les chansons, j'ai beaucoup de facilité auditivement, mais kinesthésique, j'ai peut-être plus de difficultés. Ce que j'ai appris par contre dans cet épisode, c'est que je ne peux pas me limiter à un seul style d'apprentissage parce que justement, ça ne m'avance pas, c'est pas fait pour optimiser ton apprentissage, c'est juste une préférence. C'est ce clash en fait entre qu'est-ce que je pensais savoir et qu'est-ce qui était réellement prouvé qui a fait en sorte que je suis partie sur ma quête d'essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau apprend réellement, comment est-ce que je peux optimiser ça et aussi pourquoi est-ce que ce mythe perdure autant si on sait que ça fonctionne pas. J'ai toujours été vraiment inspirée par l'histoire de Mary Somerville aussi, puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ses techniques et sa rigueur, sa concentration, sa capacité d'absorption. Oui, c'est sûr qu'elle était phénoménale et qu'elle avait probablement un degré de concentration plus élevé que la moyenne, mais je pense quand même que c'est des choses que toi et moi on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Puis c'est pas que t'es pas assez intelligente pour quoi que ce soit, c'est juste que t'as pas appris à comment le faire optimalement. Donc c'est pour ça que je pense que l'épisode d'aujourd'hui est vraiment pertinent, puis j'espère que tu vas avoir appris quelque chose et que tu vas en sortir plus épanoui. J'aimerais t'entendre dans les commentaires qu'est-ce que tu essaies d'apprendre en ce moment. Ça peut être une nouvelle compétence ou bien juste un nouveau sujet qui t'intéresse, parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées. Si tu as aimé cet épisode, qu'il t'a apporté quelque chose et que tu penses que quelqu'un d'autre pourrait en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à prendre 2 secondes pour t'abonner parce que chaque partage, chaque abonnement m'aide à promouvoir la mission d'Ambitionnel et à créer plus de conversations comme celle-ci. Donc sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.